Bonjour tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui pour notre webinaire sur les fondamentaux de la gestion de projet en automatisation. Je me présente, William Mercier. Ça fait 3 ans que je travaille au développement des affaires pour Créaforme Ingénierie et aujourd'hui, je suis accompagné de Tristan Peignet, notre responsable des opérations en automatisation et ingénierie électrique. Avant d'aller plus loin dans la présentation, si vous avez des questions au cours du webinaire, il y a une boîte de dialogue en haut à droite de votre écran qui va vous permettre de nous les écrire. On a prévu du temps à la fin pour les adresser. Donc, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, on va discuter des contextes typiques de projets d'automatisation et des risques qui y sont associés. On va aborder comment limiter les écarts de coûts et les délais dès le début du projet et comment choisir la méthodologie de gestion la plus efficace selon le contexte. Avant de tomber dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de glisser rapidement un mot sur Créaforme. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Créaforme a vu le jour en 2002 en tant que firme d'ingénierie dont la mission était et est encore à ce jour d'aider nos clients à naviguer leurs défis techniques. En 2005, nos équipes d'ingénierie ont développé des technologies de numérisation 3D. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on occupe une position de leader à l'échelle de la planète pour ce type de technologies qui sont utilisées partout sur le globe pour automatiser le contrôle qualité, l'inspection métrologique et la rétro-ingénierie. En 2013, on a joint la grande famille de Amtech, ce qui nous a donné accès à un réseau de plus d'une centaine d'entreprises réparties dans 31 pays, totalisant au-dessus de 21 000 employés. En 2021, on a étendu nos capacités techniques en ingénierie en faisant l'acquisition de Crank Software, qui nous permet maintenant d'offrir les services de développement logiciel et de mettre de l'avant leurs solutions d'interface graphique utilisateur embarquées. Finalement, l'an dernier, en 2024, on a fait l'acquisition de Virtech, qui vient bonifier notre offre technologique avec leur solution de projection laser qui aide à optimiser différents processus manufacturiers. Comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de croissance au niveau de Créaforme depuis ses débuts en 2002. Plus précisément, quand on parle de Créaforme Ingénierie, on parle d'une équipe de plus de 150 experts techniques de diverses expertises qui sont disponibles pour vous supporter tout au long de vos initiatives d'ingénierie. On préconise une approche flexible et on s'adapte vraiment à votre réalité. Typiquement, on a différents modes de projet qu'on met de l'avant avec nos clients. La plupart de nos clients viennent nous voir pour de l'ingénierie sur demande, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on fournisse une ressource qui va être greffée à leur équipe et qui vont gérer comme si c'était un de leurs employés. D'autres fois, on y va en mode projet où on travaille en étroite collaboration avec vos équipes d'ingénierie à l'interne, soit pour apporter une expertise que vous n'avez pas à l'interne, apporter un coup d'œil externe ou simplement pour mettre plus de bras et plus de cerveau sur vos projets pour aller plus rapidement. Enfin, il y a la modalité de clé en main où on va s'entendre sur des livrables et un étendu des travaux. Et de notre côté, on va mettre tout en œuvre pour livrer dans les délais impartis. Enfin, au fil des années et à force de travailler dans diverses industries telles que la défense, l'aérospace et autres, on a dû s'équiper de plusieurs certifications au niveau du contrôle de la qualité et de la sécurité de l'information, ce qui garantit que lorsque vous travaillez avec nous, tout d'abord, le contrôle de la qualité est très rigoureux et deuxièmement, on est en mesure de prendre des projets, peu importe leur niveau de confidentialité, même ceux qui sont classés secret défense. D'un point de vue expertise technique et services d'ingénierie, vu qu'on a une grande équipe de plus de 150 experts, on est capable d'emmener large et de vous supporter de tout début du projet aux phases d'idéation jusqu'à la toute fin au support manufacturier. Donc, dans les débuts pour les phases de design, on peut vous supporter avec le design industriel pour travailler sur le look and feel de votre produit, l'expérience utilisateur, les interfaces graphiques embarquées, la rétro-ingénierie et les surfaces avancées. Pour ce qui est de l'ingénierie, on a des capacités en mécanique, en électrique, électronique et développement logiciel. Bien entendu, on peut vous supporter pour vos projets d'automatisation, que ce soit pour des analyses de risque, sécurité machine, rétrofit ou encore conception de machine. On fait de la conception d'outillage et on met de l'avant nos technologies ainsi que d'autres technologies disponibles sur le marché pour offrir les services de gestion dimensionnelle et d'inspection métrologique. Enfin, c'est important de mentionner que chez Créaforme, on détient l'une des plus grandes équipes dédiées à la simulation numérique en Amérique du Nord, qu'on peut mettre de l'avant pour vous aider à certifier et optimiser vos designs, déterminer les causes de défaillance profondes sur certains de vos produits, ou encore réduire les coûts en évitant le prototypage physique et en le remplaçant par du prototypage virtuel qui permet de récolter énormément plus de données et
d'itérer sur les tests réalisés pour accélérer le processus de développement ou d'optimisation. Bref, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on a une large gamme de services techniques et qu'on est probablement capable de vous aider lorsque vous rencontrez des blocages. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour explorer quel type de support on peut vous apporter. Maintenant, sans plus attendre, je laisse Tristan rentrer dans le vif du sujet. Merci William et bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de comment est-ce qu'on choisit la bonne méthode de gestion de projet. En général, on constate quand même que l'équilibre entre le coût, la qualité et le délai est quand même très fragile et on l'illustre souvent par ce triangle, le triangle coût-qualité-délai que vous voyez ici à l'écran. Si je peux faire un rapide résumé des différents éléments de ce triangle-là, c'est la qualité, bon, c'est le niveau de conformité aux exigences et aux attentes du projet en général. Le coût, c'est le budget qu'on va allouer sur la réalisation de ce projet, et le délai, effectivement, c'est la durée accordée pour achever ce projet-là. Ce qu'on constate, c'est que si le centre de gravité du projet change, c'est souvent la méthode n'est pas alignée avec le contexte qu'on peut avoir sur ce projet-là, et on constate rapidement une surcharge sur l'un de ces trois axes-là qui finit par déséquilibrer l'ensemble du projet. C'est donc pourquoi on va avoir une méthode de gestion qui conditionne directement la robustesse du triangle et donc la performance globale du projet. Nous allons donc aborder trois méthodes de gestion de projet pour trois contextes de projet différents. La première méthode qu'on va pouvoir aborder, ça va être le cycle en V, qui est une gestion séquentielle pour tout ce qui est projet avec des exigences clairement définies, dès le démarrage avec des livrables attendus dans des temps précis. On va avoir la deuxième méthode qui va être plutôt la méthode agile, qui est ici un principe itératif qui va permettre de répondre efficacement à des projets avec des paramètres avec des périmètres, qui sont évolutifs, où on va avoir des besoins qui peuvent évoluer fréquemment. Et puis on va aussi avoir en troisième méthode l'échelle TRL, qui est la plus basée pour tout ce qui va être innovation technologique majeure, avec une progression selon la maturité technologique, qui va nous permettre d'aller vraiment du concept jusqu'à une technologie industrielle. Pour chacune de ces trois méthodes-là, on va les illustrer tout au long de ce webinaire-là avec trois exemples concrets différents. Si on aborde la première méthode, qui est la méthode du cycle en V. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une gestion qui est séquentielle, avec des projets qui ont des exigences qui sont clairement définies dès le démarrage. Ce qu'on constate, c'est qu'on va ici avoir chaque étape qui utilise les étapes de sortie de l'étape précédente. Ce que je vais faire, c'est que tout au long de l'explication de cette méthode-là, je vais vous expliquer plus en profondeur chacune de ces étapes. On va constater déjà dans un premier temps tout ce qui va être la broche descendante, la branche à gauche du cycle en V, que vous pouvez voir ici, qui va plutôt être dans les phases de conception. On va avoir ici la branche à droite, qui va être la branche ascendante. Là, on va plutôt traiter des tests. Pour ce cycle en V, on va prendre une installation d'une machine automatisée d'inspection esthétique. Ici, on est dans un contexte où le produit est bien défini, on sait exactement ce qu'on veut contrôler, les exigences sont définies, et surtout, voilà, on est dans une usine avec une logistique qui est claire autour de tout ça, on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça, les exigences sont claires. Donc la première étape qu'on va faire, malgré tout, ça va être ce qu'on appelle l'analyse du besoin. L'analyse du besoin, ici, la rigueur va être essentielle pour aligner l'ensemble de toutes les parties prenantes sur les mêmes objectifs. Et en cas de manquement, c'est là qu'on va risquer effectivement à la fin, malheureusement qu'à la fin on va pouvoir les voir, mais tout ce qui va être surcoût, des glissements dans le temps où on ne répondrait plus du tout aux besoins. Pour faire l'analyse des besoins, du coup, on va commencer par l'identification des objectifs principaux. Là, pour notre machine d'inspection, ça va effectivement inspecter le produit. Et on va pouvoir aussi avoir tout ce qui va être une spécification des exigences fonctionnelles qui sont plutôt secondaires. Inspecter le produit, c'est vraiment la fonction principale, mais on va pouvoir aussi avoir, par exemple, comme fonction secondaire, assurer la calibration du système, pour être sûr que le système soit répétable dans le temps. Assurer le diagnostic automatique du système, pour avoir une maintenance la plus efficace possible. Voilà, ça va être toutes ces exigences, toutes ces exigences fonctionnelles-là. Et puis on va examiner aussi toutes les contraintes opérationnelles, c'est-à-dire qu'on va donner par exemple une cadence, je veux 30 produits par heure. Voilà, ça va être toutes ces contraintes opérationnelles chiffrées que l'on va intégrer à cette analyse du besoin et qui vont nous donner le périmètre exact du projet. Une fois que nous aurons fait ça, nous allons passer à l'architecture technique et à la conception fonctionnelle globale. Donc maintenant qu'on a défini les fonctions principales et toutes les fonctions secondaires sur notre système, on va pouvoir les découper en sous-fonctions.
Par exemple, sur la fonction principale qui est inspecter les produits, on va pouvoir avoir plusieurs sous-fonctions qui vont être détecter la couleur, assurer la visibilité du produit, suivre le produit physiquement sur la ligne. Voilà, ça peut être ce genre de choses-là. Pour assurer la calibration du système, on va avoir d'autres sous-fonctions. Voilà, l'idée c'est vraiment de découper dans des fonctions, dans des fonctionnalités à la moindre responsabilité. Et ensuite, dans la conception fonctionnelle globale toujours, on va pouvoir y associer des solutions techniques. Souvent, on passe par des diagrammes FAST, et par exemple, pour détecter la couleur, voilà, on sait qu'il nous faut une caméra couleur. Pour assurer la visibilité, on va prendre un éclairage qualifié pour ce projet-là. Et ensuite, une fois qu'on a fait toute cette conception fonctionnelle globale, qu'on a toutes les solutions techniques, on va pouvoir distribuer toutes ces solutions techniques-là aux différents corps de métier, et chaque corps de métier va pouvoir travailler sur sa partie de manière indépendante. La mécanique va pouvoir faire toute la conception mécanique, toute la conception électrique d'un autre côté, toute la conception pneumatique peut-être aussi d'un troisième côté. Voilà. On va avoir ici vraiment une conception détaillée de tous les corps de métier. Une fois cette partie-là, une fois cette conception large faite, on va pouvoir vraiment développer et là vraiment réaliser tout ce qui est les plans de réalisation, que ce soit électrique, mécanique, pneumatique, fabriquer les composants aussi. Une fois qu'on a pu réaliser tous ces plans-là, on va pouvoir envoyer ça en fabrication, en usinage, en chaudronnerie, en montage mécanique, pour toute la partie électrique, câblage du panneau, raccordement de la machine, et en parallèle, tout ce qui va être les organes logiciels, on va pouvoir développer les PLC, les logiciels des caméras, voilà, tout ce qui va être plutôt software. Une fois tout ça fait, on va se retrouver effectivement avec un ensemble de composants physiques ou logiciels, et on va pouvoir commencer la branche ascendante du cycle en V. Cette branche ascendante, comme je vous le rappelle, c'est la partie test. Alors on va le faire en plusieurs étapes, ces tests-là. On va faire tout d'abord les tests unitaires. Les tests unitaires, ça va nous permettre de tester vraiment les modules séparément les uns des autres afin de valider leur comportement quand ils sont isolés du reste du système. Et enfin, on va pouvoir faire toute la partie test d'intégration. Donc là, on va avoir un aspect très technologique, mais ça va être, on va tester une fois le système monté et câblé si tout fonctionne bien ensemble, encore une fois, sur un aspect très technologique et vérifier que la technologie est vraiment opérationnelle sur notre système. Une fois qu'on est confiant sur le fait que technologiquement notre système fonctionne, on va pouvoir enfin valider que le système répond aux attentes énoncées à la première étape, qui était l'analyse du besoin. Donc, on va pouvoir tester les recettes en conditions réelles, vérifier effectivement que l'ensemble des produits puissent être, pour notre exemple, que l'ensemble des produits puissent être contrôlés avec la précision nécessaire. On va en effet analyser que les performances réelles correspondent effectivement bien aux performances prévues, celles qu'on a énoncées au tout départ. Et c'est aussi à cette étape-là qu'on va pouvoir faire le transfert de connaissances, qu'on va pouvoir former les opérateurs, qu'on va pouvoir former aussi la maintenance, que ce soit sur du premier, du deuxième, du troisième niveau. Chez Créaform Ingénierie, on a aussi intégré toute la partie TDD. En effet, on sait qu'en automatisation industrielle, la fiabilité et la robustesse des systèmes, c'est quand même des exigences majeures. On ne veut pas qu'un système puisse venir troubler notre plancher de production. Alors, au sein du cycle en V, on va pouvoir, voilà, le cycle en V, ça reste toujours la référence, comme vous pouvez le voir, mais on va ici avoir ces flèches qui sont transversales et qui vont faire référence finalement aux étapes de conception. Ce qui va se passer, c'est que dans la branche descendante, à chaque fois qu'on fait une étape de conception, on va aussi également écrire les tests associés à ça. Ça va nous permettre en fait tout simplement d'avoir une vraie cohérence entre tout ce qui va être les fonctions qu'on a énoncées au début et l'implémentation. Je suis sûr que chaque besoin que j'ai énoncé lors de ma conception est assouvi lors de mes tests. Ça va réduire tout ce qui va être coût et les délais de correction également. On va pouvoir détecter de manière assez précoce les anomalies. En effet, dès la phase de conception, on va être capable de savoir où sont les erreurs et quand est-ce qu'on s'écarte un peu de la ligne tracée en amont. Et enfin, on génère par là aussi une documentation automatique. Tous ces tests-là qu'on a pu définir en amont vont nous permettre d'être exploités par la maintenance
ou dans des audits externes pour tout ce qui va être maintien opérationnel de la machine. Nous avons fait le tour pour la première méthode, qui était la méthode du cycle en V, et maintenant on va passer sur la deuxième méthode, qui est plutôt la méthode agile. Là, la méthode agile, c'est un principe itératif qui permet de répondre très efficacement à des projets où le périmètre est beaucoup plus évolutif, où les besoins peuvent beaucoup plus souvent changer. Ce qu'on voit, c'est que si on a un processus séquentiel dans ce genre de projet très évolutif, et qu'on attend la fin du design final du produit pour entamer la conception de la ligne, on peut découvrir certaines incompatibilités, par exemple certains assemblages qui ne sont pas faciles à automatiser, etc. Des retours sur la faisabilité du produit aussi qui sont assez tardifs, et ce qui va entraîner à la fin, effectivement, des pertes de temps et de budget. Pour cette méthode, on va prendre l'exemple d'un développement d'une ligne de production de batteries de nouvelle génération. Donc cette ligne de production est développée en parallèle du développement du produit lui-même, qui est, comme je disais, sont les batteries de nouvelle génération. Ce qui est le contexte de cet exemple-là, c'est effectivement de vouloir diminuer le time to market du produit et surtout aussi optimiser l'optimisation de la production et sécuriser la faisabilité des nouveaux processus, des nouveaux procédés qu'on va intégrer dans notre ligne de production. Comme je disais, voilà, dans cet exemple-là, le produit n'est pas figé, je suis en train de le développer. Il va évoluer au fil des essais, des prototypes, tout ce qui va être les validations fonctionnelles, ça va le faire évoluer. Mais en parallèle, la ligne de production, elle est conçue et réalisée elle-même aussi par incrément, avec des points de synchronisation qui sont réguliers entre les équipes qui conçoivent le produit et les équipes qui conçoivent la ligne de production. Dans les méthodes agiles, on va utiliser le schéma que vous pouvez voir ici à l'écran. Ce schéma, ça illustre vraiment la nature cyclique et évolutive des méthodes agiles. On va vraiment avancer par petites étapes. Ces étapes-là, on les appelle des sprints, et on revient régulièrement pour ajuster, et on livre surtout de la valeur à chaque boucle. Donc comment est-ce que se comporte ce schéma-là? On va avoir effectivement toute la planification. Dans un premier temps, on va définir les priorités du sprint. Quels sont les éléments de la ligne que l'on va souhaiter automatiser, qu'on va souhaiter tester ce cycle-ci? On va pouvoir avoir toute la partie ici conception. Donc là, l'équipe de conception de la ligne de production va travailler en parallèle et en partenariat avec l'équipe de produit. Ils vont vraiment travailler ensemble pour élaborer des solutions et tout en intégrant les contraintes des deux mondes, que ce soit produit et procédé. Une fois que toutes ces contraintes-là sur ce sprint-là ont été listées, on va pouvoir développer, on va concevoir le poste et le module de ligne visée. On va pouvoir le tester, on va vérifier tout ce qui est faisabilité. Est-ce que la pièce assemble bien? Est-ce que le robot fait le bon mouvement, etc. Et on va pouvoir déployer à une échelle plus ou moins grande en fonction d'où nous sommes rendus dans la conception de la ligne et de la conception du produit. On va pouvoir déployer cette technologie-là et enfin surtout réviser. On va analyser les résultats, on va collecter tout ce qui va être les retours. Ça va être les retours techniques, mais aussi tout ce qui va être ergonomie, opérabilité, etc. Et au prochain cycle, on va pouvoir adapter le produit ou le procédé d'automatisation si besoin avant une nouvelle itération du sprint. Ça fait le tour pour les méthodes agiles. On va maintenant vous parler des cas d'innovation technologique majeure. Lorsqu'en fait on a des développements de technologies de rupture, on va vouloir effectivement maîtriser ces investissements face à tous ces inconnus technologiques qui vont se présenter à nous. On a pour ça une norme qui s'appelle la norme ISO 16290, qui va être effectivement en général abrégée par échelle TRL. Cette échelle TRL, en fait, c'est une gestion par palier. Ici, vous pouvez constater 3 grandes sections, de chacun 3 paliers. À chacune des étapes, on va avoir une décision qui va être un go ou no go, et ça va nous permettre vraiment, comme je vous disais, de limiter les pertes en cas de non-qualification de la technologie, ou en tous les cas, de pouvoir s'assurer que la technologie soit conforme aux attentes avant de passer à l'étape suivante. Donc pour cette méthode, on va prendre l'exemple d'une nouvelle technologie qui est la soudure par induction de pièces composites dans tout ce qui va être l'automobile ou le récréatif. Comment est-ce qu'on va aborder ce genre de cas? On va faire tout d'abord ce qu'on appelle la première grande section qui est la recherche fondamentale. Dans cette recherche fondamentale A, on va avoir tout d'abord en étape 1 le principe de base. On va écrire les attentes de la soudure par induction,
on va surtout faire une revue de littérature, regarder ce qui se fait dans les universités, regarder ce qui se fait déjà dans le monde industriel. Voilà, on va essayer de coucher le principe scientifique de notre projet. En étape 2, on va faire la formulation du concept technologique, où là, on va esquisser une méthode de mise en œuvre. Ça reste une esquisse. On va essayer de la modéliser, de la simuler le plus qu'on peut. Ça reste encore une fois une simulation, mais ça va nous permettre, pour notre exemple par exemple, de répondre à des questions comme comment orienter les bobines d'induction, quelles peuvent être les fréquences à utiliser, quels sont les types de matériaux qui sont compatibles avec ça. Et enfin, on va arriver sur la preuve de concept. Donc là, les éléments critiques de la technologie vont être identifiés et à travers des expérimentations en laboratoire, on va pouvoir démontrer que le concept fonctionne réellement, même si c'est dans des conditions ici qui sont contrôlées et à toute petite échelle. Ce qu'on va vraiment chercher ici, finalement, ça va être de confirmer que la solution, elle est faisable en pratique, même si c'est de manière très basique. Donc là, pour notre exemple, on va juste prendre un générateur à induction, quelques bobines expérimentales, on va observer si la chauffe fonctionne bien, on va contrôler la qualité de l'assemblage sur des éprouvets de test et on va identifier les premiers paramètres critiques, quelle est la puissance dont j'ai besoin, le mode opératoire, le temps de chauffe, etc. Une fois que j'ai fait toute cette section de recherche fondamentale, je vais pouvoir passer sur la section de développement technologique. Donc là, ici, je vais sortir un petit peu de la phase entre guillemets laboratoire, et je vais plus passer dans une phase atelier. Je suis toujours pas dans un environnement opérationnel, mais je commence à m'en rapprocher. Dans la phase 4, tout ce qui va être validation de la maquette, je vais commencer à assembler les composants de base pour vérifier leur compatibilité et leur bon fonctionnement ensemble. Là, c'est ici qu'on commence à passer de l'idée vers un démonstrateur. On va assembler plusieurs éléments du futur procédé. Pour notre cas ici, on va prendre le générateur, les bobines, la fixation des pièces, tout ce qui va être les thermopoules pour le contrôle de température, etc. On va tout assembler ensemble et on va tester la soudure sur quelques pièces témoins qui sont pour le coup plus des éprouvettes, qui commencent à être de taille et de forme assez proches de celles du véhicule qu'on voudrait vraiment à la fin industrialiser. Donc là, on va faire plusieurs cycles d'essais et on va valider que l'ensemble fonctionne bien et que la qualité d'assemblage répond tout du moins dans cet environnement-là, ça répond au cahier des charges. On va ici aussi avoir enfin l'étape 5, qui va être la validation de la maquette en environnement représentatif. Donc là, on va utiliser un banc d'essai qui va être le plus représentatif possible des conditions opérationnelles qu'on va avoir plus tard. Et on va aussi commencer à utiliser des pièces qui vont avoir la taille la plus proche possible de celle qu'on va vouloir avoir, mais aussi de géométrie la plus proche possible de celle qu'on va vouloir avoir. Et enfin, en étape 6, c'est là qu'on va valider que les paramètres sont connus et répétables. On va valider toutes les performances. On veut s'assurer de vraiment être en maîtrise de notre technologie à cet endroit-là. On va essayer de la pousser dans ses retranchements pour voir quelles sont ses limites et on va s'assurer que ça correspond toujours à notre cahier des charges initial. Une fois qu'on a fait cette phase en atelier-là, on va commencer à arriver dans une phase qui est plutôt opérationnelle. Là, on va commencer à vraiment rentrer sur le plancher de production. En étape 7, on va envoyer notre démonstrateur dans un environnement qui soit opérationnel. Pour notre procédé de soudure, on va l'installer sur une ligne de production, qu'elle soit pilote ou non, mais en tous les cas, effectivement, on sait qu'on va avoir des tests à faire à cet endroit-là. Et on va commencer à assembler plusieurs pièces ensemble, prototypes, pour toujours vérifier la répétabilité, pour valider aussi la sécurité. On va valider que notre technologie est sécure dans un environnement industriel. Et surtout, on va aussi valider que les performances, cette fois dans des conditions réelles d'usine, soient compatibles avec notre besoin. Ici, on va pouvoir regarder aussi les cadences, voir comment toute la partie opérateur, maintenance commence à s'intégrer aussi à cette technologie-là. Donc ça va être tout fait en étape 7. Et suite à tous ces retours-là qu'on va pouvoir avoir sur toutes les phases précédentes, on va pouvoir commencer à vraiment penser à un système industriel répétable qu'on va pouvoir intégrer vraiment dans une chaîne de production de manière sereine. Là, pour le coup, on est vraiment dans une production série où le procédé est contrôlé, documenté, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive dans le temps de notre technologie. On va former les opérateurs et on va auditer régulièrement le procédé, encore une fois, comme je vous dis, pour limiter tous les dérives. Et enfin, on arrive en étape 9, qui va être dans un procédé, dans une technologie, dans notre cas, effectivement, un procédé de soudure par induction qui est industriel et éprouvé, dans lequel on a confiance et qu'on sait qu'on pourra compter dessus par la suite. Ça fait globalement le tour pour l'ensemble des méthodes sur lesquelles je voulais
je voulais vous faire part. Pour conclure, voilà, ce qu'on se dit depuis le début, il est quand même très important de choisir la bonne méthode en fonction de votre contexte. On va trouver 3 méthodes, comme je vous disais. Le cycle en V, qui va être là plutôt pour des projets qui sont bien définis avec des technologies éprouvées où on sait où est-ce qu'on s'en va. On va plutôt avoir aussi les méthodes agiles en deuxième méthode. Donc là, c'est plutôt pour des projets qui sont à portée vague, où les besoins évoluent, où on a besoin de feedback très très constant et rapide. Et enfin, on va avoir l'échelle TRL, qui va, elle, être pour des technologies de rupture émergentes et à innovation majeure. Merci beaucoup, Tristan. Donc, avant de conclure puis de passer aux questions, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via la boîte de dialogue en haut à droite de votre écran. Il y en a déjà quelques-unes, mais on va vous donner un petit peu plus de temps pour en rentrer d'autres. Euh, pour finir de mon côté, j'aimerais ça aborder avec vous certaines raisons pour lesquelles nos clients font affaire avec nous. Donc, pourquoi vous pourriez être intéressé à collaborer avec une firme d'ingénierie externe. Je dirais que typiquement, nos clients font appel à nos services pour un accès ponctuel à des services spécialisés. Donc, ça arrive souvent qu'ils ont besoin d'une expertise niche, qu'ils ne tiennent pas à l'interne et que le besoin ne justifie pas nécessairement d'engager quelqu'un pour une année complète ou plus longtemps. Donc, dans ces cas-là, de passer avec une firme d'ingénieurs externe comme la nôtre, ça permet de contrôler vos coûts et de vraiment juste utiliser l'expertise que vous avez de besoin quand vous en avez de besoin. Ensuite, ça aide à accélérer le déploiement de vos projets grâce à des ressources disponibles rapidement. C'est simple, plus de bras et plus de cerveaux qui travaillent sur vos projets. Ça vous permet aussi de laisser vos ressources se concentrer leur énergie là où elles apportent le plus de valeur ajoutée. Si vous êtes des experts en hydraulique et vous engagez des gens qui sont hautement qualifiés en hydraulique, ça peut être pertinent des fois de les laisser travailler sur ce type de tâches-là et d'externaliser certaines tâches où vos employés ont moins de valeur ajoutée pour la CAD, le calcul de charges, différentes tâches où on peut venir porter main forte. Ensuite, tout simplement, pour réduire le niveau de risque en tirant parti de notre expertise de pointe en automatisation. Donc, encore une fois, je vous remercie à tous pour votre présence aujourd'hui. On va aller répondre à quelques questions maintenant. Donc, Tristan, existe-t-il des cas où il serait pertinent de combiner les différentes méthodes? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Effectivement, il existe des cas où c'est pertinent, notamment par exemple, effectivement, on a parlé de l'échelle TRL. Ce qu'il faut voir, c'est que l'échelle TRL, c'est pour la qualification de la maturité d'une technologie. Mais très régulièrement, voire même toujours finalement, cette technologie-là va être intégrée dans un système plus complexe. Donc en fonction du contexte, on va pouvoir qualifier la maturité technologique de notre produit et passer soit sur un cycle en V, soit sur une méthode agile en fonction d'où on en est, pour pouvoir intégrer cette technologie dans un système plus global automatisé. Merci. Quel logiciel recommandez-vous pour assurer le suivi et la traçabilité des exigences? Euh, il existe beaucoup de logiciels qui savent très bien faire ça. Globalement, ils sont regroupés dans une grande famille qui sont les MBSE, Model Based System Engineering, et qui vont nous permettre finalement de vraiment tracer tout ça. Euh, il y a des gens comme IBM, comme Siemens, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez regarder les MBSE. Il y en a beaucoup d'autres qui sont capables de faire ce genre de choses, qui sont très pratiques et effectivement très pointus sur ce genre de choses. Puis ça, si jamais vous avez des questions ou des situations spécifiques que vous voudriez aborder, n'hésitez pas à nous écrire. Nos informations de contact sont sur la slide actuelle. On pourra prendre le temps d'en discuter plus spécifiquement pour votre contexte à vous. Tristan, as-tu des conseils pour l'intégration TDD dans des projets avec un mix de développement software et de système physique? Oui, tout à fait. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que pour tout ce qui va être les tests d'intégration, etc., ça va être euh, entre guillemets assez simple. L'enjeu, effectivement, ça va être sur les tests unitaires. Comment est-ce qu'on les intègre? Donc, effectivement, comme je disais, dans toute la partie conception, on va générer un cahier de test. Et ensuite, il y a beaucoup de logiciels qui vont pouvoir nous permettre de faire de la simulation, de simuler notre PLC, de simuler notre cellule robotique, de simuler globalement le comportement de notre système-là. Et on va pouvoir effectivement réaliser l'ensemble du cahier de test
grâce à ce genre d'outils-là, sans avoir effectivement les composantes physiques sous la main. Super. Dernière chance, si d'autres personnes avaient des questions pour les soumettre dans le chat. Sinon, en quittant, vous allez avoir 3 questions qui vont vous être posées. Je vous remercie en avance de prendre le temps d'y répondre. Puis de notre côté, mais on va recommuniquer avec vous suivant le webinaire. Donc, vous aurez nos informations si jamais vous avez des enjeux particuliers que vous voudriez aborder avec nous. Je vois pas d'autres questions, donc merci à tous pour votre présence aujourd'hui.